Depuis toujours, on a fustigé l'argent. On a dit que l'argent, c'était pas bien. On a refusé le commerce de l'argent. Mine de rien, on a un héritage de tout ça. Dans notre société, d'une manière générale, on n'est pas conditionné à accepter la perte. On le voit comme effectivement un problème et on le voit comme quelque chose d'éviter à tout prix. On sanctionne, quoi. Et le problème, c'est qu'en trading, on va perdre ou on va gagner quasiment tous les jours. Et donc, ça fait partie du truc. Les gens sont pas du tout conscients de leurs émotions. Dès qu'on passe un seuil émotionnel au-dessus d'un certain niveau, c'est l'émotionnel qui prend le dessus. Et là, effectivement, il n'y a plus rien de rationnel dans ce qu'on va faire. C'est là qu'on commence à faire n'importe quoi, plus respecter les stops, moyenner, aller jusqu'au bout, cramer le compte. La plupart des traders vont juger que leur séance, elle est bonne ou elle est mauvaise, uniquement s'ils ont gagné, ou ils ont perdu. Et le problème, il n'est pas là, en fait. Le problème, c'est toute ton expérience de la journée. Soit tu vas effectivement faire une bonne analyse le soir, et ça va vraiment te servir à quelque chose. Toi, tu fais zéro analyse, et dans ces cas-là, ton expérience ne te sert à rien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alti Trading, vidéo particulière. Vous voyez, on est dans un setup un petit peu différent, un setup de qualité pour un invité de qualité. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre. Bienvenue dans cette vidéo qui va être aussi un podcast. Vous allez le voir, on va parler de sujets très intéressants, de psychologie, avec Frédéric qui a fondé Trader Zen. Tu vas en parler, tu vas revenir évidemment sur ton parcours. On va parler de plein de choses dans la dynamique évidemment de la psychologie des traders, identifier ses signaux personnels, les routines au quotidien qui font que on peut perdre de l'argent en trading. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer évidemment ses trades? On va parler peut-être même de PNL, de... Pourquoi pas, ouais. Voilà, de plein de choses. On va se laisser aussi un petit peu porter. Pourquoi, évidemment, la psychologie, c'est un levier qui est vraiment hyper important. Quand j'avais fait mes études, j'avais fait un mémoire de recherche sur la psychologie des traders amateurs. Donc, c'est un sujet, évidemment, qui me parle. Ok. Sur lequel j'affectionne énormément parce qu'on sait que notre meilleur ennemi, c'est nous-mêmes quand on fait du trading. Donc voilà, je suis très heureux évidemment de te recevoir sur la chaîne Alti. Est-ce que Frédéric, pour commencer, tu peux te présenter, nous dire un petit peu ton parcours, qui tu es? Oui, bien sûr. Donc merci Alexandre déjà de cette invitation. Donc je m'appelle Frédéric Langourieux. Alors j'ai un parcours un petit peu particulier, même si à la base je viens du monde de la finance quand même, puisque j'ai un master en finance à la base, master finance et contrôle de gestion. D'ailleurs, ça a été mon premier job, j'étais contrôleur de gestion. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après, je suis parti assez rapidement dans le domaine de la formation en fait. Donc déjà, j'avais, je dirais, une appétence pour le côté humain, le côté relationnel, et ça m'a beaucoup plu de faire de la formation. Alors en entreprise, j'étais consultant formateur en fait à l'époque. Et puis j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, au bout de quelques années, je suis revenu à quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Depuis l'âge de 19 ans, en fait, à peu près, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Et j'ai commencé à lire des bouquins. Bon, c'était à une autre époque, il n'y avait pas Internet et tout. Ça paraît dinosaure aujourd'hui de dire qu'il n'y avait pas Internet. On est dans les quelles années à peu près là? C'était dans les... tu vois, moi j'ai 55 ans. Donc 19 ans, tu vois, ça date un peu. On vous laisse faire le calcul. Donc, 19 ans, c'est 89. Ouais. Donc voilà, donc ça date. Et à l'époque, pas Internet. Même en librairie, trouver des bouquins de développement personnel, c'est compliqué à l'époque. Il fallait vraiment chercher. Il y a des... C'était pas un sujet très mainstream à l'époque. Ouais. Non, du tout. Et j'étais obligé de commander souvent des bouquins par correspondance, tu sais. Okay. Donc, peut-être même en anglais, non? Ou... Alors, non, parce que j'étais trop limité en anglais. Ok. Mais j'arrivais à trouver quand même des bouquins. Il y avait une époque, il y avait les éditions Godefroy, je sais pas si ça dit quelque chose. C'était développement personnel spécialisé là-dessus par correspondance. Et voilà, j'ai commencé un petit peu comme ça. Même j'avais des cassettes à l'époque, tu sais, des cassettes effectivement audio que j'écoutais sur de l'auto-hypnose ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'était hyper en avance évidemment à l'époque. Et en fait, au bout de 10 ans à peu près en entreprise, je suis revenu vers là, j'ai vu qu'il y avait des écoles d'hypnose, donc j'ai vu que ça s'était beaucoup développé ces choses-là, et c'est là que je me suis inscrit effectivement à une école d'hypnose, c'est là que j'ai appris l'hypnose, la PNL, etc. Et puis j'ai complètement bifurqué en fait, parce que quand je suis retombé dedans, ça a été pour moi une révélation. Et donc là, après, derrière, je me suis installé en tant qu'hypnothérapeute à l'époque. Okay. Donc c'était en 2007. Tu vois, ça fait déjà maintenant presque 20 ans. Et j'ai fait ça pendant 8-10 ans, où j'ai adoré faire ça, où ça m'a permis vraiment de beaucoup mieux comprendre la psychologie humaine, justement, dans tous ses aspects, parce que quand tu es dans le monde du thérapeutique, là, tu vas loin, effectivement, dans le domaine psychologique, évidemment. Et aujourd'hui, c'est une force, effectivement, pour ce que je fais, parce que je suis revenu, effectivement, dans le monde de la finance. Ouais. Et ça a été pendant le Covid, tout simplement, comme beaucoup. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Évidemment, qu'est-ce qui t'a
amené justement à te spécialiser plus dans le domaine des marchés financiers? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors en fait, moi j'avais déjà fait un peu de trading quand même, c'était en 2009. Ok. Donc ça fait déjà quand même pas mal de temps, avec des options à l'époque. Parce que, toi, dans mes études, quand même, j'avais une partie marché financier. Mhm. Donc je me rappelle, c'était un ancien trader en plus d'ailleurs qui nous donnait les cours. Hyper Ok. intéressant le mec. Ouais, à l'époque déjà, Et ça t'intéressait? voilà, Ouais. déjà. Et en fait, j'avais été un petit peu dedans, puis finalement, j'avais pas le temps, j'ai gagné un peu, j'ai perdu après. Enfin, en même temps, j'étais pas formé, c'était un peu au feeling, hein. Mhm. Et donc, Covid, à l'arrêt, pendant un mois, rien à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur Internet, comme tout le monde, je suis tombé sur les trucs de trading. Et puis, voilà, ça m'a reconnecté tout de suite à ça. Je me suis dit, tiens, effectivement, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a beaucoup Mhm. d'informations, des nouvelles plateformes. Enfin, ça avait été complètement changé entre 2009, toi, et 2000. Ah oui, rien à voir, quoi. Bah ouais, rien à voir, Donc ça s'est effectivement. clairement ouvert Ah ouais, au clairement. monde extérieur. Et là, quand j'ai vu ça, je dis ouais, il y a des trucs intéressants et tout. Donc j'ai commencé à mettre le nez dedans. Et puis en général, quand je fais les choses, je les fais rarement à moitié. Donc une fois que je suis dedans, j'ai commencé à faire une formation, puis une deuxième, puis etc. Puis ça y est, c'était parti, quoi, en fait. Ok. Et ça, c'est ce qui m'a permis non seulement de me reconnecter au trading, mais de voir que l'aspect trading était effectivement très psychologique, à la fois pour moi, parce que moi qui avais beaucoup bossé sur moi, justement, là, j'ai vu que ça allait me mettre effectivement en difficulté malgré tout aussi. Ok. Ok. Et j'ai commencé effectivement à découvrir des parties de moi, je dirais presque que je connaissais pas, des capacités à finalement limiter dans la frustration, dans etc. et tout, alors que depuis des années, je dirais qu'il n'y a plus grand-chose qui me mettait dans des états comme ça. Et là, effectivement, j'ai vu qu'il allait falloir bosser sur moi. Et puis, j'ai vu surtout que les autres avec qui je faisais des formations étaient en grande difficulté par rapport à ça. Ok. Donc là, tu accompagnes en fait des traders amateurs ou professionnels? Alors, à ce moment-là, pour l'instant, j'accompagne personne. Ok. Je fais que pour moi. Que pour toi, ouais. Voilà. Ok. Que pour moi. C'était en 2020. Mm. D'abord, je commence par moi, avant tout. Et puis, avec les autres que je me formais, je commençais à suivre, etc. et tout, les autres voyaient bien que, comment dire, je progressais plus vite, d'une certaine manière, dans cette partie-là. Et ils ont commencé à se dire, ah bah tiens, c'est intéressant, ça m'intéresse, qu'est-ce que tu fais, etc. Et donc, ça a commencé comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas été le chercher, finalement. C'est un peu venu à moi. Et puis, j'ai pas refusé, je me suis laissé porter par le truc. Ok. Et j'ai commencé, on va dire, en 2021, vraiment à accompagner des personnes, mais de manière pas très officielle au départ, toi, juste un comme ça, un autre, voilà, et tout. Et puis, ça a commencé, je dirais, à occuper la plupart de mon temps, en fait. Ok. Donc, je faisais plus que de l'accompagnement comme ça et du trading pour moi aussi à côté, parce que j'ai continué. Et ton trading, toujours sur les options? Non, Ou du t'as tout. changé? Non, du tout. Ok. Là, j'ai complètement changé. Quand je me suis formé, en fait, en 2020, j'ai appris le carnet d'ordre que je connaissais pas. J'ai été sur des futurs, effectivement. Après, j'ai appris d'autres outils d'order flow, comme le footprint, comme le market profile, etc. Donc, tous ces trucs-là, en fait, je les ai appris dans les formations. C'est là que j'ai vu aussi dans les formations, il y avait beaucoup de, comment on va dire, de manque quelque part sur la partie psychologique, justement. Ouais, c'est totalement sous-exploité. Ouais. Ouais, totalement. D'ailleurs, ça m'amène à une question, Frédéric. Là, tu parlais effectivement d'accompagnement et que tu allais plus vite que les autres en termes de résultats et d'amélioration. Avant même d'aller plus loin dans des conseils, est-ce que tu pourrais, selon toi, nous dire qu'est-ce qui, selon toi, pourquoi la psychologie, en fait, c'est souvent un levier qui est négligé par la plupart des traders? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses par rapport à ça. C'est que, déjà, dans le domaine du trading, tu es bien placé pour le savoir, ça fait longtemps déjà que tu es là-dedans, c'est qu'il y a un peu de tout, effectivement, en tant que formateur. Des gens à la fois qui sont des bons pédagogues et puis d'autres qui ne le sont pas. Des gens qui ont conscience de la part psychologique et d'autres beaucoup moins. Et puis, surtout, c'est que même s'ils ont conscience, parce qu'il y en a beaucoup qui le disent aujourd'hui, alors je pense que j'ai contribué un petit peu à envoyer ce message comme quoi la partie psychologique était importante, mais je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le comprennent, qui savent que l'aspect psychologique est important, mais qui n'ont rien à donner là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est que toi, si j'ai bien compris, tu t'es intéressé assez tôt à ça. Ouais, très tôt. Mais il y a beaucoup... ils ont l'impression que ça leur est propre, si tu veux. Ils bossent leur truc pour essayer de trouver un équilibre par rapport à ça. Et puis après, ils n'ont qu'une compétence, entre guillemets, pour
non seulement comprendre vraiment ça, l'expliquer encore moins, trouver des astuces, à part parler de leur expérience, ils pourront pas faire grand-chose de plus. Souvent, ils ont pas trop d'outils, ils ont essayé de glaner des trucs à droite, à gauche, mais ça reste assez limité et c'est déjà pas facile, effectivement, de transmettre la connaissance du trading, mais la connaissance technique, souvent, ça va assez vite, mais souvent, il reste un petit peu après derrière, comment on va dire, sec par rapport à l'aspect psychologique, et ils vont pas plus loin, quoi. Non, en fait, c'est ça que je vois, c'est tu peux donner la même stratégie à 20 ou 30 personnes différentes, tu auras 20 ou 30 résultats totalement différents, avec effectivement une prise en compte plus ou moins importante de la psychologie. Pourquoi, selon toi, tu vois, les gens, enfin les traders, en fait, qui se forment, même pas là du côté formateur, mais plus de la personne qui effectivement apprend le trading, va négliger cette partie, ne va pas forcément s'y intéresser, ou du moins va la sous-estimer, va plus se concentrer sur l'effet un petit peu de je dois suivre cette stratégie et ça doit forcément fonctionner, quoi. Ouais, alors il y a, je pense là aussi il y a plusieurs choses. Il y a c'est que déjà souvent le discours de départ, c'est qu'on leur dit pas suffisamment que c'est important, cet aspect-là. Souvent on leur dit, suffit d'apprendre la méthode et de suivre la méthode. Totalement. Donc, si on s'arrête à ça, si on s'arrête au discours qu'ils entendent, c'est un petit peu normal, quelque part, dans un premier temps, qu'ils n'y apportent pas beaucoup d'intention. Souvent, en fait, je me rends compte que c'est eux qui constatent par eux-mêmes qu'à un moment donné, ils se disent, oui, je connais la méthode, je connais le truc, et je le suis pas. Toi, j'ai un plan, mais je le suis pas. Et là, ils se disent, merde, j'ai un problème, en fait. Mais souvent, ils pensent qu'ils ont un problème personnel, toi. Ils pensent pas que c'est pour tout le monde la même chose. Donc, ils essayent de trouver des solutions plutôt par rapport à ça, personnellement, sans trop vouloir en parler, parce que toi, il y a aussi une notion de honte, je pense, aussi à un moment donné. Mais tu sais, c'est comme en général dans la vie, les gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui vont en parler facilement, et puis il y a beaucoup de personnes qui vont pas en parler. Surtout dans le trading. Ouais, surtout du trading, et surtout du côté masculin aussi. C'est un côté d'ego, quoi. Voilà, c'est ça. Les femmes ont pas de mal en général à dire j'ai besoin d'aide. Les hommes ont beaucoup plus de difficultés. Tu vois, moi, quand j'étais hypnothérapeute, à l'époque, au tout début surtout, après ça avait changé quand même. Les hommes de plus en plus quand même s'ouvrent à ça. Mais j'avais une clientèle à 70% féminine. C'est marrant que tu parles de ça. Regardez, si ça vous intéresse justement, on avait fait un épisode avec Tarek de Crescendo, qu'on vous remet juste ici, où justement on parlait du résultat des femmes qui arrivent à beaucoup mieux maîtriser leurs émotions. Complètement d'accord. Parce qu'il y a une part d'ego qui fait que nous, en tant qu'hommes, voilà, forcément, il faut que ça gagne et on veut le montrer. Et voilà. Alors, c'est plus contrasté que ça quand même sur les femmes. C'est vrai qu'en général, elles sont meilleures que les hommes en trading. Ça, j'ai pu le constater aussi. C'est pas qu'elles maîtrisent mieux leurs émotions, c'est qu'elles ont une autre psychologie, une autre approche, une autre perception des choses. Elles sont beaucoup plus scolaires déjà, les femmes, de manière générale. On le voit à l'école. Suivent et puis c'est voilà. Ça. Quoi. On leur dit voilà, la méthode c'est ça, ça et ça. Elles font. Elles remettent pas en cause, elles se posent pas de questions. Et dit s'il me dit ça, c'est le prof grosso modo. Donc il a raison, je suis. Le mec, il va le faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis au bout de 3 semaines, il faut autre chose. Je dis, mais pourquoi ? Et c'est là qu'on voit qu'il y a une particularité dans la psychologie masculine et féminine qui est assez différente. C'est pas les mêmes difficultés de l'un et l'autre, mais elles ont aussi des difficultés quand même, les femmes. Mais elles sont meilleures parce qu'elles sont par défaut scolaires, elles ont beaucoup moins d'ego. Donc, effectivement, elles prennent moins de risques, elles gèrent mieux leurs risques. Et donc, sur le premier stade, on va dire, de réussite du trading, elles y arrivent beaucoup mieux. Okay. Après, éventuellement, elles ont du mal à monter après derrière en puissance, parce que justement, c'est là leur difficulté, c'est qu'elles ont du mal à être dans la confiance, elles ont beaucoup plus peur, et donc elles ont du mal aussi à gérer les émotions, mais c'est pas les mêmes en fait. Donc elles sont pas dans l'overtrading, elles sont pas dans l'excès de surconfiance, au contraire, elles sont plutôt dans un manque de confiance en général. D'ailleurs, ça m'amène à peut-être parler d'un sujet qui est intéressant, parler de blocage, d'erreurs fréquentes qui sont liées justement au mental, qui sont sûrement sous-exploitées par la majorité des traders, sinon on n'aurait pas ces statistiques qu'on connaît tous de résultats. Selon toi, ce serait quoi les erreurs les plus courantes, tu vois, qu'on pourrait partager chez les traders, même les plus expérimentés, par exemple? Alors, il y en a plusieurs, effectivement. Elles sont beaucoup au niveau émotionnel, entre autres. C'est vrai que c'est... alors, beaucoup les traders plus débutants
c'est la peur de perdre. L'acceptation de la perte, quoi, en fait, en soi, elle est compliquée, quoi, en fait. D'ailleurs, on le voit bien, un petit exemple, même si vous êtes trader, on le voit, hein. Tu vas avoir ouvert une position, tu vas être gagnant, tu vas fermer ta position très vite pour encaisser ton gain, mais quand tu es dans une situation de perte, tu vas pas vouloir accepter finalement cette perte, et donc malheureusement, si ça va pas dans le bon sens, ta perte ne fait que s'aggraver. C'est ça. L'acceptation de la perte, ça entraîne plusieurs comportements. C'est de pas rentrer éventuellement. C'est de rentrer mais ressortir très tôt, comme tu dis. Ou effectivement de pas accepter, justement, quand tu es en perte, et de pas couper. Donc, voire de déplacer le stop, de moyenner, etc. Et ça, on l'a tous vécu. Et ça, effectivement, oui, bien sûr. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, c'est que c'est un réflexe normal, quelque part. C'est-à-dire que dans notre société, d'une manière générale, on n'est pas conditionné à accepter la perte. Dès le départ. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de compétition, faut pas l'oublier quand même. Surtout en France. Hein. En France, partout même, je pense. En France, on te sanctionne sur tes pertes. C'est ça. T'es sur 20, et puis voilà, on te gratte des points, 10, on ne valorise pas 20, la prise de risque en Exactement, France. On ne valorise pas l'échec, effectivement. Au contraire, on le voit comme, effectivement, un problème. Et on le voit comme quelque chose d'éviter à tout prix. On sanctionne, quoi. C'est ça. Donc, le problème, c'est quand tu es conditionné comme ça dès le début, dans ta vie, et encore plus pour les hommes, parce que les hommes sont encore plus dans la compétition que les femmes, quoi, en fait, par rapport à ça. Et c'est ça aussi qui crée aussi cette espèce d'ego chez les hommes, de pas accepter effectivement la perte, encore moins, de vouloir absolument gagner. Et le problème, c'est qu'en trading, tu le sais très bien, c'est que on va perdre tous les jours, on va gagner on va perdre, on va gagner quasiment tous les jours. Et donc, ça fait partie du truc, quoi, en fait. Et le problème, c'est que tout pendant que tu le fuis, ça va poser problème. Est-ce que tu penses que notre cerveau est de base mal programmé pour trader ? Alors, je pense qu'il est mal conditionné. Effectivement, ouais. Parce que c'est du conditionnement quand même, tout ça. C'est-à-dire que comme je te parlais de l'éducation, de la société, etc., c'est un conditionnement. Et par défaut, par exemple, si, je vais te prendre un exemple, tu es américain plutôt que français, tu es déjà mieux conditionné pour faire du trading qu'un français. Si tu es protestant ou juif plutôt que catholique, tu es mieux conditionné aussi pour faire du trading. Ok. Oui, pourquoi ? Parce que faut pas oublier que dans le catholicisme, quand même, depuis toujours, on a fustigé l'argent. On a dit que l'argent, c'était pas bien. On a refusé le commerce de l'argent. C'est-à-dire que les banques étaient interdites, prêter de l'argent est interdit pendant longtemps. Et mine de rien, on a un héritage de tout ça, tu vois. C'était bien d'être pauvre et pas riche, etc. On a toujours, tu vois, dans le côté catholique, ça a un peu changé, mais on hérite encore de cet aspect judéo-chrétien, on va dire, qui effectivement, l'argent, c'est pas très bien, c'est un peu sale, etc. Et donc puis, l'héritage de nos ancêtres, en fait, a un impact quand même indirect et fort sur qui on est et ce qu'on va devenir et comment on gère dans un secteur comme le trading sur nos résultats. Parce que c'est dans l'éducation de tous les jours, tu vois, ça. C'est plein de petites choses, tu vois. Moi, tu vois, j'ai des parents qui sont issus du milieu ouvrier déjà. Ça aussi, c'est pas obligatoirement un avantage pour faire du trading. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai entendu plein de fois fustiger des gens qui étaient riches, tu vois. Donc déjà, il y avait un côté, tu vois, je sais pas si c'était vraiment de la jalousie ou c'est pas bien, le côté chrétien, j'en sais rien. Mais il y avait un côté, vous voyez que les riches n'étaient pas obligatoirement des bonnes personnes, quoi, tu vois. Et donc ça, tu penses que l'éducation, évidemment, l'éducation a une part très importante, hein, nos parents, évidemment, nous partagent des valeurs et ces valeurs-là peuvent avoir un impact. Tu as pu le voir, évidemment, chez des clients à toi que tu as pu accompagner en fonction de l'héritage de leurs ancêtres ou de leurs parents, l'impact que ça a pu avoir, positif comme négatif, sur leurs résultats. Oui, bien sûr, ouais. Okay. Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que tout ça, c'est souvent à un niveau inconscient, en fait. Parce que l'éducation, c'est depuis le plus jeune âge, quoi, en fait. Tu vois, tu as 1, 2, 3 ans, tu entends des choses que tu conscientises pas, évidemment, bien sûr, mais qui rentrent quand même, tu vois. C'est du beurre, hein, un enfant, effectivement. Donc, tout ce que tu lui dis, surtout les parents, au départ, tout ce qu'ils lui disent, c'est la vérité. Ok ? Tout pendant qu'ils voient pas d'autres avis contraires plus tard, c'est la vérité. Donc, tout ça, c'est accepté. Et tout ça, effectivement, c'est accepté inconsciemment, ça ressortira plus tard. Il faudra changer ça, parfois, pour justement accéder à certaines choses. Alors, on va reparler des erreurs psychologiques. Tu nous as dit, Frédéric, déjà, premièrement, la peur de perdre de l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres peurs, biais alors, il y a la peur de perdre, effectivement, la peur de l'échec, d'une manière générale aussi. Après, il y a beaucoup aussi l'incapacité de gérer la frustration. C'est ce qui fait tilter, notamment. C'est, je perds un trade,
ça m'emmerde, mais bon, ça va. J'en perds un deuxième, ça commence à, toi. Donc ça monte au niveau émotionnel, toi, petit à petit. Et puis le troisième, à un moment donné, c'est le truc de trop, quoi. En Ouais, fait, bien sûr, on bien sent sûr. qu'on dépasse un cap. Et là, effectivement, ça part. Ça part, et là, ça devient incontrôlable, en fait. C'est-à-dire Mmh. que dès qu'on passe un seuil émotionnel au-dessus d'un certain niveau, c'est l'émotionnel qui prend le dessus. Et là, effectivement, il n'y a plus rien de rationnel dans ce qu'on va faire. Mmh. Et donc, tout devient émotionnel. Et là, c'est là qu'on commence à faire n'importe quoi, plus respecter les stops, moyenner, aller jusqu'au bout, cramer le compte. Voilà. Ça, c'est effectivement le tilt. Et c'est parce qu'on dépasse effectivement un certain seuil. Est-ce que tu mets la patience dans le même lot? Parce qu'on sait en trading, moi je tradais de 9h à 10h30, bah fatalement, il y a des fois il se passe pas grand-chose Ouais, bien sûr. et on est devant notre écran Ouais. et ça peut être pour le coup le métier le plus chiant du monde parce que tu fais bon j'attends, il se passe rien. Ouais. Et des fois il se passe beaucoup de choses et fatalement bah, on est face à soi-même Ouais. avec notre souris à attendre de cliquer. Ouais. Et Mm. quand on est trader débutant, Mm. on n'a qu'une envie, et on comprend pas pourquoi ne pas trader, c'est aussi trader. Ouais. Donc Ouais, là, non, la patience, effectivement, ouais. est un truc très compliqué. Et je pense que c'est lié là aussi à notre société d'aujourd'hui. On a cultivé l'impatience depuis des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans je veux tout et tout de suite. Mm. Tu vois, on ne sait plus attendre. Tout devient immédiat et de plus en plus rapide, quoi, en fait. On le voit bien, le temps s'accélère, quoi, par rapport à ça, et on ne sait plus, justement, attendre. Tu vois, on revient 20 ou 30 ans en arrière. Justement, ce que je parlais, par exemple, avant Internet, tu voulais avoir des nouvelles de quelqu'un qui était à l'étranger, Ouais, bien sûr. il fallait écrire, ça mettait du temps à partir, il allait renvoyer un message, ça remettait du temps, enfin c'était plusieurs jours à attendre toi d'avoir des nouvelles. Aujourd'hui, on l'a immédiatement, on connecte à la personne Tout est immédiatement. dans l'instantané. Tout en fait. est dans l'instant. Et on le voit avec les générations Ouais, les plus jeunes. ouais, Au final, on scrolle, ouais. et tout doit être dans l'instantané. Ouais. On ne sait plus en fait s'ennuyer, tout C'est simplement. ça, on sait plus s'ennuyer, on sait plus ne rien faire. Et donc c'est pour ça que ça peut être vu pour quelqu'un d'être devant l'écran justement en soi-disant à ne rien faire, parce que c'est pas vraiment ne rien faire, parce que malgré tout, on regarde, on observe, voilà, on analyse, mais c'est vrai qu'on est assez passif à ce moment-là, eh bien ça devient insupportable pour beaucoup de personnes, justement. Tu vois, c'est qu'on ne sait plus supporter ça, on ne sait plus s'ennuyer. Et c'est devenu compliqué pour beaucoup de personnes. Et souvent, bon, je leur donne des conseils, moi, par rapport à ça, sur le fait, malgré tout, de s'occuper. D'occuper le temps, parce que quand on peut avoir des longues périodes, effectivement, il D'ailleurs, faut attendre. c'est une bonne remarque. Quel conseil tu pourrais donner voilà, si on doit patienter Moi, c'est ce que alors, premièrement, c'est effectivement ne pas avoir l'impression que c'est du temps perdu. Parce que c'est ça, en fait. Ouais. Ce qui fait que les gens veulent rentrer en action, veulent, etc. et tout. Alors déjà, c'est de revoir un petit peu, c'est quoi leurs objectifs, finalement, en trading. C'est quoi la pression qu'ils ont aussi de vouloir tout de suite quelque chose, tout de suite de l'argent. Ça, déjà, il peut y avoir quelque chose à travailler par rapport à ça, parce que souvent, il y a des gens, ils disent « Ah ouais, mais moi, dans 6 mois, il faut que je sois rentable. Oh là, si parce on qu'ils ont part une comme pression ça, peut-être ouais, parce que j'ai le chômage, dans 6 mois, j'ai plus de chômage, dans 1 an, j'ai plus de chômage, donc il faut que ça pulse quand même, il faut que ça avance. Si on part comme ça, effectivement, on part mal déjà en trading. Je suis d'accord. Parce que c'est pas du tout le bon état d'esprit. Là, ça, c'est déjà la première chose. Et ça, il y a déjà quelque chose, toi, à aller creuser par rapport à ça pour recadrer les choses là-dessus, parce que s'il reste dans cet état d'esprit, ça va être compliqué. La deuxième chose, c'est est-ce que la personne est capable de faire preuve de patience dans un domaine ou dans un autre? Ça va m'intéresser. Okay. Parce que si la personne est capable de faire preuve de patience, tu vois, je sais pas, par exemple, elle va à la pêche. Et là, elle est capable de faire preuve de patience. Elle Quoi fait de mieux que la pêche comme exemple? Parce que j'ai un exemple de client comme ça, en fait. Okay. Tu vois, je raconterai éventuellement après. Mais c'est ça, c'est-à-dire, on se rend compte que parfois, les gens sont capables de faire preuve de patience dans un domaine et pas du tout dans un autre. Et là, si j'ai le fait que la personne est capable d'avoir la patience dans ce domaine, je vais pouvoir utiliser ça pour l'amener là, quoi, en fait. Et qu'est-ce qui est arrivé avec ce client un exemple, pêche, justement, c'est comment il s'appelle déjà je sais plus, c'est Lionel, je sais plus. Et en fait, Lionel, c'était... il est devant les écrans, incapable, effectivement, de ne pas être dans l'action, d'attendre, etc. et tout. Et chef d'entreprise, alors le profil, justement, qui ne sait pas attendre, parce que le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est dans l'action, par défaut. Quand il y a un problème, on agit, on ne laisse pas le truc. Ah, bien sûr. Donc, par défaut, effectivement, il a été conditionné justement par son métier à dès qu'il y a un problème, on agit. On ne reste pas sans agir, on utilise son temps, on ne perd pas son temps, etc. Et donc, c'est compliqué quelque part d'être à plus rien faire. C'est pas leur nature à ce moment-là. Et donc, il me dit, bah ouais, mais je vais à la pêche, et dans la pêche, pas de problème.
Ok, Ok. intéressant. Je dis, bah écoute, on va utiliser ça Ouais, justement. dans certaines situations, il était capable de faire preuve de C'est ça. patience. Ok. Et là, c'est là que on voit que c'est paradoxal, mais en fait, c'est une réalité au quotidien. C'est que, je sais pas, par exemple, avec ta femme, tu peux faire preuve de patience. Dans le trading, pas du tout. Ou inversement, des fois, ça dépend pour qui. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que on est capable de, finalement, d'avoir des qualités et des compétences dans un domaine et Hmm. pas dans un autre. Parce que finalement, c'est associé à un contexte. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir le décontextualiser et le recontextualiser en fait dans autre chose. Hmm. Et c'est ce que j'ai fait en fait avec lui. Donc là, effectivement, on utilise des outils hypnose, PNL, effectivement pour faire ça. Ok, donc ça on va y revenir, effectivement, ça m'intéresse beaucoup de parler de ça, hypnose et PNL. Donc tu as parlé effectivement de la peur de perdre, on a évoqué la frustration. Ouais. Est-ce qu'on pourrait en citer un troisième biais Alors, psychologique? tu as cité la patience, La effectivement. Le patience, ouais. manque de patience, je pense que Hmm. c'est fondamental. C'est-à-dire que la patience en trading, qu'on fasse d'ailleurs du swing, du day ou du scalping, Hmm. les gens, parfois, toi, ils vont vers le scalping pour de mauvaises raisons. Parce qu'ils se disent, bah là, il n'y a pas besoin de patience, c'est rapide, machin, il n'y a pas besoin de rester en position et tout. C'est faux, en fait, parce que dans le scalping, et j'en ai fait aussi, il faut aussi attendre les bons moments, il faut Hmm. attendre, etc. Donc, tu auras quand même, c'est vrai que tu attends moins, mais tu auras aussi à attendre, et c'est faux, effectivement, de croire qu'il ne faudra pas attendre dans le scalping. Dans le swing, ce sera peut-être plus. On va dire que l'unité de temps n'est pas la même, mais il faut de la patience partout. Bien Donc sûr. ça, c'est super important. Je crois que c'est les 3 principaux quand même. Ouais. C'est les 3 principaux. Après, effectivement, bien sûr, il y a la peur. La peur qui empêche, de trader quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont paralysés, Hmm. j'en ai vu Ils aussi. n'arrivent pas à Ils rentrer en bah ouais, position. ils sont Ouais. là, ils sont le doigt sur la Bien souris. sûr. Ils voient C'est l'opportunité, ça. mais ils y vont pas, Ils voient quoi. le truc, ils se disent: «C'est là, bah Hmm. vas-y, je peux Non. pas». Trop de risques, trop Ouais, c'est peur. ça, c'est peur du risque. Ouais. Souvent, en général, c'est des gens qui, ont pris un gros clash Hmm. aussi en trading. Ok. Si c'est le cas, on va pouvoir le «soigner» entre guillemets ça. C'est-à-dire que la peur, elle est liée à quelque chose de précis. Tu vois, par exemple, ils ont pris un gros bouillon au Hmm. départ, ils ont fait un tout et n'importe quoi au départ parce qu'ils ne savaient pas trader. Maintenant, ils savent mieux trader, gèrent mieux le risque, mais il y a toujours la peur qui est là, qui est liée en fait à l'événement. Donc là, on va pouvoir travailler ça aussi pour, sortir de cette peur-là. Comment, justement, si on peut parler de... C'est intéressant, tu parlais de blocage, de signaux personnels, on pourrait un petit peu plus creuser ça. Comment on reconnaît justement qu'on bascule, tu vois, dans l'émotionnel quand on est en train de Mmh. trader? Quels signaux on pourrait détecter? Alors, c'est vrai que, souvent, j'ai beaucoup de personnes qui, me posent cette question-là et quelque part, moi qui ai beaucoup travaillé sur moi depuis longtemps, c'est quelque chose qui me surprend aujourd'hui, parfois encore, parce que je me dis: «Mais c'est fou à quel point les gens sont pas du tout conscients de ce qu'ils vivent Ouais. intérieurement». Bah, tu le vois dans le développement personnel, tu as Ouais. très peu de personnes, même si maintenant on entend beaucoup plus parler qu'à l'époque quand tu as Mmh. commencé, mais c'est que ça reste quand même minoritaire, quoi. Ouais. C'est que les gens sont pas du tout conscients de leurs émotions. Hmm. Souvent, ils arrivent même pas à mettre des mots dessus, tu vois? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Alors des fois, ça peut être un mélange en plus, donc ils n'arrivent pas à identifier, ils n'arrivent pas à voir quand. Et puis ce qui se passe aussi dans le trading, c'est qu'on est concentré aussi sur quelque chose qui fait qu'on s'oublie aussi à un moment donné. Toi, on est concentré sur l'extérieur et ce qui fait qu'on s'écoute pas, Hmm. justement. Et puis déjà, quand on n'a pas l'habitude de s'écouter, qu'on n'a pas développé cette compétence-là, il y a beaucoup de gens qui sont même pas conscients de leur corps, Hmm. tu vois aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent dans leur tête. Et comme je dis toujours, c'est qu'ils ont juste des jambes pour mener leur Ouais, tête bien d'un sûr. endroit à un Ils sont autre. un peu passifs Mais de leur... voilà, c'est Ils ça. sont pas acteurs de leur vie, quoi. Du tout. Hmm. Et les émotions, c'est dans le corps. Bien Donc, si sûr. tu n'es pas conscient de ton corps, tu vas pas être conscient de tes émotions. Or, pourtant, il y a plein de signes évidents quand tu es attentif, parce que le corps va exprimer justement qu'il y a de l'émotion. Hmm. Si tu as peur, bah, tu vas peut-être, effectivement, tu vas avoir les mains moites, tu vas peut-être trembler, tu as le cœur qui s'accélère, etc. Tu vas sentir des malaises à certains endroits, tu vas sentir des crispations, souvent, que ce soit au niveau du ventre, que ce soit peut-être les épaules qui se crispent, etc. Donc, en fait, il va y avoir plein de signes corporels Hmm. que tu vis des émotions. Donc, celui qui le sent pas, ben, le conseil que je lui donnerais, c'est déjà apprends à t'écouter. Hmm. Apprends à être conscient, effectivement, qu'il se passe quelque chose qu'en toi, que tu as un corps déjà, de sentir tes sensations, tes sentiments, effectivement, qu'il peut y avoir aussi, qui se manifestent d'une manière ou d'une autre, les émotions surtout qui sont très corporelles. Et ça, bah, si déjà ils n'ont pas ça, c'est le premier truc, c'est déjà ça. C'est déjà de développer, effectivement, cette capacité-là.
Ça m'amène justement à parler de ça, pour conscientiser le fait de travailler ses émotions. On parle souvent de journal de trading pour suivre ses résultats. Est-ce que ça peut être intéressant, par exemple, dans son journal de trading, de rajouter peut-être des éléments qui sont plus liés à l'émotionnel? Ouais, je pense que moi je dis même que c'est fondamental, quoi, en fait. Donc concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais de mettre en place, tu vois, pour suivre un journal émotionnel, en fait, souvent dans le journal de trading, alors déjà, faut qu'on s'entende sur ce qu'on appelle souvent le journal de trading, parce que souvent, tu vois, pour certains traders, le journal de trading, c'est que les chiffres. Tu vois, en fait, ça s'arrête à ça. Et pour moi, il y a déjà une autre dimension, c'est déjà le journal de trading où je vais relater plus la séance. Mais même technique, tu vois, déjà. C'est, j'avais un plan, il était celui-là, finalement, il s'est pas passé ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est en fait, c'est un narratif, quoi, en fait, tout simplement. Tu vois, à la fin de la journée, je vais faire un petit narratif de, finalement, qu'est-ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qui va me permettre vraiment de comprendre, justement, mieux qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, est-ce que c'est bien? Et quand je parle est-ce que c'est bien, c'est pas est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu, parce que ça, je dirais presque on s'en fout à la limite, tu vois. Le problème souvent, c'est que la plupart des traders vont juger que leur séance elle est bonne ou elle est mauvaise uniquement s'ils ont gagné, tu vois, ou ils ont perdu. Et le problème, il est pas là, en fait. Le problème, c'est toute ton expérience de la journée. Soit tu vas effectivement faire une bonne analyse le soir et ça va vraiment te servir à quelque chose. Soit tu fais zéro analyse, parce qu'il y en a plein qui font absolument aucun journal. Bien sûr, la majorité. Ouais, il y en a beaucoup. Et dans ces cas, ton expérience te sert à rien. Est-ce qu'il y a des bonnes questions, justement, dans le journal émotionnel que des traders amateurs peuvent, ou professionnels même, ajouter, tu vois, pour mieux cadrer les choses? Ouais, il y a plein de choses déjà. C'est, comme je disais, c'est déjà effectivement, c'est le qu'est-ce qui s'est passé concrètement, factuellement, déjà. Ça, c'est la première chose, parce que souvent, ils sont pas factuels aussi. Donc la première chose, c'est factuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, ce que je leur dis de revenir quand tu as pris un trade, c'est la configuration d'origine. Si je reprends la configuration d'origine, je l'analyse le lendemain, est-ce que je reprendrai ce trade, déjà? Si je ne l'ai pas fait, pourquoi je ne l'ai pas fait, justement? Et là, on va rentrer dans le côté peut-être émotionnel. J'avais peur, je me sentais pas bien, je le sentais pas. Enfin, peu importe ce qui se passe, tu vois. Il s'est passé tel trade, comment je me sentais après, justement. Ok. Donc c'est pour ça que je dis que il faut obligatoirement développer cette capacité à ressentir ce qui se passe en soi, parce qu'autrement on pourra pas relater grand-chose évidemment le soir. Mais si effectivement je suis ouvert là-dessus, je vais dire écoute, oui j'avais peur avant. Une fois que je l'avais, j'étais plutôt euphorique. Etc. C'est-à-dire déjà de relater réellement ce qui s'est passé au niveau émotionnel. Et déjà, je vais prendre conscience déjà par rapport à ça. Et je vais voir le lien qu'il peut y avoir cette fois entre l'émotionnel et ce qui s'est passé. Je n'ai pas pris le trade, j'ai pas suivi mon plan, je n'ai pas respecté mon stop, etc., etc. Et on va voir le lien entre les émotions. Et la personne déjà qui vient me voir avec ça, avec des choses concrètes et précises, on va aller beaucoup plus vite après derrière pour faire des choses, évidemment. Ça m'amène à une anecdote plus personnelle. Quand j'ai commencé à faire du trading, j'ai tout de suite remarqué qu'effectivement l'aspect émotionnel prenait une part très importante dans la qualité de mes trades, de mes résultats au quotidien. Et j'ai essayé justement, comme tu venais de le dire, de conscientiser ça et de dissocier l'aspect stratégie de moi en train de trader, de cliquer à l'ouverture, à la fermeture. Et je me suis naturellement aperçu, en faisant du backtesting, donc d'analyser ce qui se passait dans le passé, que en réalité ma stratégie fonctionnait, mais c'est juste que moi, par mes actions, je pouvais dégrader en fait cette performance. Et juste le fait de conscientiser ça permet d'améliorer, on va dire, la confiance que l'on a en la stratégie qu'on a pu mettre en place, en se disant non, là tu merdes, tu fais n'importe quoi. Essaye de prendre un petit peu de recul. Du coup, ça m'amène à parler de choses, on va dire, au quotidien, pour les traders amateurs ou pros. Est-ce qu'il y a des routines au quotidien, des exercices plutôt simples, avant ou après la séance? On peut parler, je sais pas, de respiration, de choses à mettre en place pour améliorer ses performances. Alors, il y a plein de choses, évidemment, qu'on peut faire. Moi, j'ai des techniques spécifiques à Trader Zen, après, que j'ai créées justement par rapport à ça. Parce que souvent, on ne se rend pas compte que l'état dans lequel on est fondamental. C'est-à-dire que, déjà, comme les gens, je te disais, ils ne sont pas déjà ouverts et sensibles à leur état
émotionnel, physique, etc., ils ne se rendent pas compte, effectivement, qu'il y a certains jours, ils sont en forme et que certains jours, ils sont beaucoup moins en forme. Bien sûr. Et déjà, le delta entre les deux, souvent, ils ne le perçoivent pas. Donc, ils vont avoir du mal à comprendre pourquoi il y a certains jours, ça marche bien, et pourquoi il y a certains jours, ça ne marche pas. Ouais. Et pourtant, ce delta entre les deux, souvent, il y a un jour je perds, un jour je gagne, parfois c'est que ça. C'est pas le marché, il était différent ou quoi. J'étais pas dans les meilleures conditions. Souvent, c'est l'impression du marché qui est contre toi. Ouais, c'est ça. C'est souvent, on met le problème à l'extérieur, justement, parce qu'on se regarde pas, on veut pas se remettre en cause. C'est toujours plus dur de se remettre en cause que de dire c'est la faute du marché, c'est la faute ci, ou j'ai été dérangé, Bien ou sûr. machin, ou etc. Mais en fait, l'avantage du trading, quelque part, c'est que finalement, notre résultat, je dirais presque qu'il dépend que de nous. Dans le court terme, effectivement, comme je leur dis, c'est pas vrai. Sur un trade, évidemment, sur 2 trades, même si tu fais parfaitement bien les choses, tu peux les perdre. Donc, ça représente pas effectivement ce que tu fais. Mais par contre, sur le long terme, quelque part, on reviendra toujours à l'équilibre par rapport à ce que tu fais. Et donc, quelque part, ça dépend que de toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux ne pas avoir de chance, bien sûr. Le marché, il peut sweeper pour une raison ou pour une autre. Il y a un gros qui est en train de marcher, voilà, c'est contre toi. Pas de bol. Mais sur le long terme, effectivement, si tu regardes au bout de 6 mois ou si tu regardes au bout d'un an, le résultat, il dépendra de toi avant tout. Donc, c'est vrai que l'état dans lequel tu es, il est pour moi fondamental. Et plus tu vas être dans une unité de temps courte, plus ça va être important parce que plus il faut réagir vite, plus il faut être concentré. Et donc, plus il va falloir des capacités cognitives qui, je dirais, ils sont au top. Et il ne faut pas oublier que notre cerveau, il fait partie de notre corps. Et donc, notre cerveau va mal fonctionner si, évidemment, tu es fatigué, tu manques de sommeil, si tu es perturbé, si tu es stressé, etc., etc. Et il faut savoir que notre perception même, toi, quand tu analyses en fait la situation, justement pour établir un plan, une stratégie, etc. et tout, c'est que la perception même de ce que tu vois sur l'écran, elle est déformée. Là, c'est ce que les gens oublient ou savent pas, pour certains, c'est que notre perception de la réalité, elle n'est pas juste. Et elle va dépendre beaucoup, justement, de notre état. Bien sûr, bien sûr. Donc, le jour où je suis bien, j'ai une bonne perception. Le jour où je suis stressé, fatigué, etc. et tout, j'ai pas déjà une bonne perception. Et je vais pas non plus prendre des bonnes décisions. Donc, quand on cumule tout ça, mauvaise perception de départ, donc peut-être mauvais plan, mauvaise décision en plus après parce que je cogite pas bien, eh bien, effectivement, ça fait des journées catastrophiques. Et en plus, quand on est fatigué, on va être plus sujet à l'émotionnel et moins de résistance à l'émotionnel. Donc, en fait, on devrait se gérer un peu comme un sportif de haut niveau, entre guillemets. On devrait faire en sorte d'être toujours au top, tous les jours, de bien dormir, de bien s'alimenter, etc. J'ai vu parfois des traders qui disent « Ah bah, je suis rentré à minuit, j'avais un peu picolé, machin et tout. Ça ne à 8 heures sur les marchés, c'est la catastrophe. » Évidemment. Justement, est-ce que c'est intéressant que tu parles de ça. Est-ce qu'il y aurait une routine matinale que tu pourrais recommander pour bien démarrer, on va dire, une journée de trading? Ouais, alors, moi, systématiquement, j'ai une technique méditative particulière, effectivement, qui est propre à Trader Zen, que je ne vais pas, effectivement, détailler ici, parce que, voilà, ça serait compliqué de toute façon. Mais j'encourage les gens, déjà, à avoir... Déjà, c'est des routines. Effectivement. Okay. Pourquoi ? Comme les sportifs de haut niveau, pourquoi ils ont des routines, justement ? Parce qu'ils ont besoin d'être toujours au top à un moment T, en fait. Et en plus, le sportif, lui, il ne décide pas. C'est-à-dire que son match, il est tel jour, telle heure, il ne décide pas, tu vois. Donc, il faut qu'il soit en capacité, effectivement, de se mettre en forme à ce moment-là. Il va gérer au mieux. Nous, l'avantage, c'est qu'on peut choisir, en plus. Donc, le jour où on n'est pas en forme, on peut se dire, je ne traite pas. Donc, déjà, c'est génial par rapport à ça. Mais... j'encourage à avoir des routines. Pourquoi ? Parce que les routines, en fait, vont te remettre en condition. Et donc, ça va permettre que, même si ton état de départ, il est moins bien, la routine, que ça soit de la méditation, que ça soit du sport pour certains, que ça soit du yoga, que ça soit etc., va te permettre, effectivement, de bien démarrer et donc d'être mieux. Alors après, ça dépend de toi, si tu trades l'après-midi, si tu trades le matin, etc. Mais moi, toi, par exemple, je vais te parler de la mienne, entre autres, c'est que moi, je trade l'après-midi. Et donc, je trade sur les marchés US, je trade sur le Nasdaq l'après-midi. Et moi, 15h30, c'est pas mon heure privilégiée, en fait, toi, pour être en forme. À l'ouverture, c'est pas évident. Non, je suis plus en forme, moi, le matin, par défaut. Je suis plus matinal, effectivement. Et l'après-midi, pour moi, c'est plus un creux, en fait. Okay. Et il faut savoir, déjà, faut se connaître un petit peu, déjà, parce que biologiquement, par défaut, il y a des gens qui sont plus du matin, il y a des gens qui sont plus du soir. Et ça t'empêche pas de trader l'après-midi? Alors, justement, je fais quelque chose pour ça. Okay. Tu contrebalances tout ça, quoi. C'est ça. Okay. Parce que, autrement...
Je suis pas au top, moi, l'après-midi. 15h30, c'est pas une heure où je suis au top, c'est trop tôt pour moi. Et donc, je suis pas bien. Donc, ce que je fais, c'est que tous les débuts d'après-midi, après avoir mangé, je fais une sieste. Alors, je fais une sieste, effectivement, de manière spéciale, là aussi. Et après, derrière, je récupère beaucoup plus vite. Et ce qui fait qu'en fait, ça va remonter beaucoup plus vite. Mon niveau, effectivement, à la fois de conscience et d'énergie va remonter beaucoup plus vite. Et ce qui fait qu'à 15h30, je vais être bien. Alors qu'autrement, ça serait plus tard, peut-être vers 16h, 17h, toi. Ok. Donc, je suis bien dès le départ. Et après, je commence aussi par une petite méditation avant, pareil. OK. Donc, tu es sur un... Voilà, tu es dans un état qui est très zen, entre guillemets, Zen, comme trader zen. en forme. Voilà. Voilà, il faut être en forme parce que pour moi, il y a les 3 C de l'état. Ok. Les 3 C, c'est quoi? C'est la confiance, Mm. effectivement, qui est On indispensable. en parlait il y a quelques minutes. Voilà. Ouais. C'est le calme, Mm. effectivement, et c'est la concentration. C'est drôle que tu parles de ça parce que souvent l'image du grand public d'un trader, ça va être quelqu'un qui a un ego démesuré, Ouais. qui va être très extraverti, tu vois, enfin bon bref. Alors qu'en réalité, moi je l'ai vu après plus de 10 ans sur les marchés financiers en côtoyant énormément de traders amateurs ou professionnels. Ceux qui réussissent sont justement ceux qui sont les plus calmes, Ouais. qui arrivent à être posés, un peu le sniper qui attend le bon C'est moment ça. pour rentrer en C'est position. ça. Ouais. Et c'est marrant de voir cette Ouais, tout à fait. opposition entre l'image du grand public et la réalité, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que l'image, souvent, elle est liée, tu sais, à que ce soit des films, que ce bien sûr, soit bien sûr, bien des sûr. choses qu'on te montre qui n'ont rien à voir avec la réalité du trading. Mais c'est vrai que les gens, je pense, qui réussissent en trading sont d'ailleurs plutôt introvertis, je pense, parce que justement, c'est plutôt des calmes, des gens qui sont pas hyper expansifs, qui sont, tu vois, c'est le flegme britannique, entre guillemets, plutôt dans lequel il faut être, où, bon, voilà, j'y vais, bon, ok, j'ai perdu, c'est pas grave, ok, on en prend un autre. Voilà, il faut... c'est important, mais pas tant que ça, quoi, tu vois. Il faut beaucoup relativiser, au contraire, et il faut pas être effectivement très émotionnel, il faut pas être effectivement impatient, donc ouais, c'est plutôt quelqu'un de tranquille, de calme, effectivement, quelqu'un qui a la capacité quand même à se concentrer, évidemment, bien sûr, et il faut pas être, comme je disais, fatigué, donc il faut avoir de l'énergie aussi, Bien sûr, ouais. parce que C'est sûr que si tu sors la veille, comme tu disais, ouais, voilà, ta journée va être compliquée, quoi. ouais. Ou alors, tu vois, tu vas commencer la séance, tu vas être bien au départ, et puis rapidement, au bout de 20 minutes, une demi-heure, tu vas sentir que Ouais, ça bien baisse, sûr. quoi, en fait. Surtout, on parlait de patience. Ouais. C'est sûr que si tu patientes et que tu es dans un état un peu végétatif, Ouais. c'est compliqué. Bah oui. Ouais, parce que si t'es pas en énergie, justement, comme t'es passif, tu as tendance à un moment donné, tu vas devenir apathique, quoi. Bien sûr. Et quand ça va être le moment de réagir, justement, tu vas plus être là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même être en énergie. Pas trop, parce qu'il faut pas être survolté non plus, parce que là, tu vas vouloir être dans l'action. Et dans ces cas-là, il faut se calmer. Donc, faut équilibrer. Quelqu'un qui est au contraire très tonique, très effectivement dans le mouvement, il a intérêt à faire du sport, à la limite. J'avais un client comme ça. Il faisait du sport, effectivement, très tonique. Je sais plus comment ça s'appelle, ce sport-là, où tu sais, tu fais plein de trucs d'affilée, etc. et tout. Donc, il était très bon là-dedans. Mais j'ai dit, ouais, tu fais ta séance avant le trading. Parce Comme que, ça, il est plus calme après. Bah ouais. Il a évacué, entre C'est guillemets. ça. Ok. Il a évacué, et là, il se pose après. Parce que toi, déjà, dans le corps, il est posé. Et il faut savoir que l'interaction entre le corps et l'esprit, elle est en permanence. Et d'ailleurs, on le voit justement, entre guillemets, au corps aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui est calme est souvent assez statique. Quelqu'un qui est énervé bouge beaucoup. On le voit d'ailleurs chez les politiques, ça, parfois. Tu vois, c'est que... je me rappelle, j'avais une vidéo comme ça, c'était Chirac à l'époque. Chirac, c'est quelqu'un d'assez dynamique, en fait. Et donc, on voyait... en haut de la table, toi, elle était très calme, il bougeait pas et tout, mais tu avais les pieds qui bougeaient en permanence sous la table, toi, très nerveux, en fait. Et c'est quelqu'un, je pense, qui aurait eu du mal à faire du trading, toi, parce que c'était quelqu'un très dans l'action, assez nerveux, etc. Bien sûr, hein, ça s'apprend. Ça veut dire que même si je pars pas avec les meilleurs atouts au départ, moi je suis quelqu'un, c'est pareil, qui est pas très patient au départ. Comme je leur dis toujours à la personne que j'accompagne aussi, c'est que rassure-toi, je suis pas spécialement patient au départ. Il y a plein de choses pour lesquelles je suis impatient, mais une fois que voilà, je suis au trading, tac, il y a un truc qui s'enclenche, quoi, en fait. Bien sûr. Un peu comme je te parlais de mon patient dans la pêche, tranquille. Et puis dans le trading, c'était pas le cas. Tu vois. Donc, on peut l'apprendre aussi. On peut changer les choses. Et donc, c'est pas rédhibitoire, effectivement, de pas avoir les bonnes qualités au départ. Mais par contre, il faut être conscient d'une chose, c'est qu'il va falloir les apprendre. Bien sûr. Moi, ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est l'aspect psychologie, déjà de le conscientiser.
Ouais. Et ce qui serait intéressant pour la suite, là, c'est qu'on puisse justement, si on est dans une situation où on est un peu dans un état de stagnation de résultats, bon déjà, je pense que ceux qui nous écoutent ont bien compris que c'est d'une importance capitale. Maintenant, dans la réalité, quand on est en train de trader, comment on fait pour rebondir, par exemple, si on se concentre sur l'aspect plus négatif de perte, on pourrait parler de gain aussi, de comment on gère effectivement l'état émotionnel de l'autre côté, on va en reparler juste après. Si on se concentre sur l'aspect perte, comment on se relève après une série de pertes? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place? Alors là, après, c'est pareil, j'ai des outils spécifiques. Quand on s'est pris une grosse gamelle, vraiment, qui nous a impacté, qui nous a... par exemple, on parlait de la peur de perdre tout à l'heure, au tout début dans les biais. Imagine, on est rentré en position, le marché est haussier, alors que nous, on était plutôt vendeurs. On a fermé notre position avec une grosse perte. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Déjà, la première chose, c'est déjà de s'arrêter tout de suite, parce que déjà, les gens... Faut pas essayer de se refaire, quoi. C'est ça, surtout pas. Surtout pas. Comme je dis toujours, si vous voulez vous refaire, le meilleur moment, ça sera demain ou après-demain, mais surtout pas maintenant. Ok. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le bon état, justement. Et je parlais que l'état, il était primordial, effectivement, pour faire des bonnes choses. Quand tu es dans la frustration, quand tu es dans la colère même, évidemment que tu es tout sauf dans le meilleur état pour te refaire. Donc, tu vas certainement faire des conneries derrière, et donc ça va être la cata. Et ça va être l'enchaînement. Donc, je me suis planté, je suis émotionnel, c'est stop, déjà. Première chose, c'est au moins une pause. Et là, il va falloir se remettre en condition. Ok. Si vraiment j'ai pris un gros bouillon et que vraiment j'ai entamé mon capital, voire je l'ai cramé carrément et tout, parce que moi j'ai fait ça aussi, au départ j'ai commencé comme ça. On a tous connu ça. J'ai d'abord, parce que moi j'ai commencé en compte propre, tu sais, il n'y avait pas les profs firmes qu'aujourd'hui et tout. J'ai commencé il y a 5 ans et j'ai commencé compte propre, j'ai cramé... en compte réel directement? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, l'inconscience totale, tu sais, quand tu commences, et souvent t'es pas bien aiguillé justement à ce moment-là, et ce qui est dommage. Et donc j'ai mis 4000 balles, je les ai cramées. Voilà. Et là, on me claque quand même si je pouvais vivre sans, j'avais pas envie de les perdre non plus. Bien sûr. Donc, à ce moment-là, j'utilise des techniques, effectivement, qui sont ce que j'appelle du nettoyage émotionnel. Ça veut dire qu'en fait, il faut que ça soit comme si c'était rien passé, quoi, presque. C'est-à-dire qu'autrement... Tu veux l'oublier, quoi. Alors, c'est pas l'oublier, mais c'est nettoyer l'émotion qui est liée à ça. C'est-à-dire que tu le garderas encore la conscience de ce qui s'est passé, mais ça ne te provoquera plus rien. Et donc, quand tu vas revenir sur les marchés, ça ne va rien te faire. Moi, par exemple, le jour où j'ai fait ça, le lendemain, j'étais sur les marchés. J'étais reparti. Mais parce que j'avais fait ça entre-temps. Si tu ne fais pas ça, c'est sûr que le lendemain, tu n'es pas dans les bonnes conditions pour retourner. Soit tu vas avoir peur, soit tu vas vouloir te refaire. Mais ça veut dire qu'il y a un impact émotionnel de ce qui s'est passé. C'est un peu le blocage dont on parlait au début de cette vidéo, quoi. Et si tu es là-dedans, même par rapport à des trucs qui sont passés depuis longtemps, parfois, parce que tu l'as toujours pas oublié, là, il va falloir travailler là-dessus, il va falloir faire ce que j'appelle justement du nettoyage émotionnel, c'est-à-dire évacuer l'émotionnel qui est lié à ça. Et ça, c'est des techniques, pareil, hypnose, PNL, etc. Justement, tu vois, on pourrait rapidement en parler, mais tu es face à une grosse perte, voilà, tu es bloqué, tu n'arrives plus à rentrer en position, quoi. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une première chose déjà à faire, quoi? Non, il faut prendre de la distance déjà. Il faut passer au moins 8 jours sans trading. Il faut faire toute autre chose. De se vider un peu de ça, quoi. Il faut se remettre en condition, déjà. Il faut se remettre en confiance aussi. Et se remettre en confiance, ça va être difficile s'il y a encore l'émotion qui est là. C'est pour ça que c'est la première chose, c'est d'abord le nettoyage émotionnel. Et après, la remise en confiance, c'est se reconnecter effectivement sur du factuel. C'est-à-dire que si ta méthode, elle n'a pas marché une fois, tu t'es vautré à cause de ça, alors que 8 fois sur 10 ça marche, ou 7 fois sur 10 ça marche, tu vas te reconnecter sur du factuel en disant, tel résultat, tel résultat, tel résultat, tel résultat. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas recaler ton cerveau sur le positif et sur effectivement ce que tu es capable de faire. Okay. Après, derrière, ça va être différent pour chaque personne. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est quelque chose aussi qui est personnel. Il y a des gens, voir qu'on peut perdre, ça les met en confiance. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de voir qu'on peut perdre, au contraire, ils vont essayer de l'évacuer. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui fonctionnent de manière très différente. Et toi, par exemple, dans un groupe, des fois, parce que je fais des groupes aussi, tu as des personnes qui sont dans l'overtrading, qui n'ont pas peur de prendre des risques, et au contraire, il faut les calmer. Et puis, inversement, il y a des personnes qui ont peur de rentrer en position. Et c'est là qu'on voit qu'on peut avoir les deux extrêmes par rapport à ça, au niveau émotionnel, où il y a des gens qui ont peur, et puis il y a des gens, au contraire, qu'il faut arrêter parce qu'ils prennent n'importe quoi comme risque. C'est très intéressant que tu parles de ça, parce que donc là, on parlait de l'aspect plutôt perte,
Mais si on est dans une situation de gain avec plusieurs gains d'affilée, on peut très vite aussi rentrer dans l'overtrading, que ce soit dans un overtrading de perte ou de gain. Mais si on se concentre plus sur la partie positive et de gain, voilà, est-ce qu'il y a des conseils que tu peux partager à ce niveau-là? Là, en fait, en général, ce qui se passe, c'est que, tu vois, autant celui qui a peur, je vais y remettre le nez sur ses succès pour qu'il reprenne confiance, autant celui qui a un excès de confiance, je vais dire, hey, tu te rappelles quand tu as perdu là aussi, puis là aussi, puis là aussi. On va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va équilibrer, en fait. Celui qui a trop de confiance, on va la rééquilibrer en disant, hey, tu te rappelles les pertes? Bien sûr. Et puis celui qui, effectivement, qui a peur, tu te rappelles les gains, quoi, tu vois. Et donc, on va se reconnecter, effectivement, à chaque fois sur ce qu'on a besoin. Parce que c'est un équilibre, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on doit avoir confiance en trading. Mais pas la surconfiance, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit avoir vraiment un équilibre. Et c'est souvent ce que je dis, c'est que la particularité de l'état psychique en trading, c'est un équilibre, justement. C'est un équilibre le plus parfait possible entre confiance et prudence, effectivement. Tu ne vas pas avoir peur, mais il faut quand même être prudent, il faut avoir conscience du danger. Et puis, sur tout un tas de choses, il faut vraiment un équilibre. Et en fait, ce que ne comprennent pas les gens, souvent, c'est qu'ils pensent qu'il faut être fort, ils pensent qu'il faut, etc. Un peu comme en sport. Et en fait, ce n'est pas du tout le même état que le sport. D'ailleurs, je vois certains, parfois, qui se tournent vers, par exemple, un préparateur mental en sport, ou etc. et tout. C'est pas une bonne idée, en fait, et je te dis ça parce que j'ai eu des clients qui l'ont fait, et ça n'a pas bien marché, même avec des bons préparateurs mentaux en sport. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout la même chose, en fait. La psychologie du trading est très, très différente de la psychologie du sport. Ok. Et du coup, effectivement, le risque, si on est amené à gagner de manière régulière, fatalement, c'est notre objectif, on est d'accord, mais on le voit, et je l'ai vu aussi avec de nombreux clients qui gagnent, mais à un moment donné, il y a justement une gestion du risque qui va être peut-être un petit peu plus oubliée parce qu'on est en surconfiance. Est-ce qu'il y a des astuces à mettre en place pour justement éviter de tomber dans cramer son compte, tout simplement? C'est l'inconvénient, c'est que au départ, souvent, quand on démarre, on manque de confiance. Et là, effectivement, il faut améliorer la confiance. Et quand, au bout d'un moment, on commence effectivement à être mieux, le problème, c'est que oui, quand on commence à faire plusieurs journées de suite positives, etc., qu'on gagne régulièrement et tout, on finit par en oublier le danger. On finit par oublier la gestion du risque, en fait. Et c'est le piège, je dirais, que par défaut dans lequel on va tomber, là aussi, inévitablement, dès qu'on va commencer à être régulier dans les gains. Et alors, déjà, la première des choses, justement, pour pas tomber là-dedans, je dirais, c'est déjà d'en être conscient. C'est que le jour où, effectivement, on va commencer à avoir des gains, il va se passer ça. Ouais, ça c'est sûr. C'est mécanique, tu vois. C'est qui on est, en fait. C'est notre cerveau est calibré comme ça, finalement. Voilà. La confiance, en fait, par défaut, est basée, en fait, sur nos succès. Donc, quand on commence à avoir des succès réguliers et de manière plus ou moins continue, on commence à avoir une espèce de sensation, effectivement, d'invulnérabilité à un moment donné, qui est dangereuse. Donc, c'est pour ça que les routines sont hyper importantes. Je vais te prendre un exemple. C'est comme quand tu montes en voiture. La première des choses que tu fais sûrement, comme beaucoup, c'est tu mets ta ceinture de sécurité. Bien sûr. OK ? C'est inconscient. C'est ça. C'est inconscient, c'est une routine, c'est une habitude. Tu n'as pas besoin de penser au danger pour le faire, tu n'as pas besoin de penser à l'accident pour le faire, mais tu t'écris une routine qui fait que si un jour, malgré tout, ça arrive, tu es protégé. Tu n'es pas protégé de tout, mais tu es quand même protégé en grande partie. Et donc, cette routine, elle peut te sauver la vie, et ça fait qu'il ne te viendrait même pas l'idée de commencer à rouler sans ta ceinture de sécurité. C'est comme certains sportifs, ils ont des petites routines. Je prends l'exemple du tennis. Bien sûr. Tu vois Nadal, Djoko, qui, avant un service, vont se remettre les cheveux, va mettre sa bouteille d'eau comme il faut. Ouais. Nadal, c'est l'exemple le plus frappant peut-être par rapport à ça, parce qu'il a énormément, on peut même dire des tocs, parce que tellement c'était... Voilà, c'est routine ou toc, la limite est assez lui, fine. c'était devenu des tocs à force, parce que... mais il le disait, et d'ailleurs, tu sais que l'origine des tocs, c'est pour se rassurer, justement. Donc, mais c'est pas un mal en soi. Non, parce que si ça te permet d'avoir plus confiance... À un moment donné, confiance... ça devient un peu maladif. Oui, voilà, c'est ça. Toi, t'es chez toi, tu vérifies 10 fois si le robinet est bien fermé, si la porte est bien fermée et tout, ça devient problématique. Mais, en fait, il faut savoir, la première des raisons des tocs, c'est pour se rassurer. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que le fait de faire des trucs habituels et de pas avoir à réfléchir, justement, ça nous rassure. Et c'est ça, en fait, qu'il faut absolument mettre en œuvre dans son trading, où tous les jours, justement, on a des habitudes. Dans le sport, ils utilisent beaucoup ça aussi. Pourquoi ? Parce que, justement, ils ont besoin de se mettre en condition, comme je disais, pour le match. Et toi, tu prenais l'exemple, par exemple, du tennis, c'est que le tennis,
tu maîtrises pas en plus à quel moment tu vas jouer des fois. C'est-à-dire dans un tournoi, on va dire, bon, tu joues demain. C'est normalement 18h. Puis finalement, c'est 15h. C'est avancé parce que le match d'avant a fini plus tôt. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu dois toujours être prêt, quoi, tu vois. Et c'est vachement compliqué, ça, à gérer. Donc, ces fameuses routines, ces fameuses habitudes, elles vont permettre de conditionner ton cerveau à vivre les choses d'une certaine manière. Et souvent, ce qu'ils font, c'est que, en fait, pendant les entraînements, ils font les mêmes routines. Exactement que pendant les matchs. Ce qui fait que quand ils font un match, le cerveau ne fait pas trop la différence. Ouais, c'est la même chose, quoi. C'est la même chose tous les jours. Match, entraînement, c'est pareil. Et donc, à un moment donné, il se stresse beaucoup moins par rapport à ça. Il y a pas de... Parce qu'en fait, ce qui fait du stress, par défaut, c'est l'inattendu. C'est le changement. Ça crée du stress. Mais quand c'est toujours pareil tous les jours, que ce soit un match d'importance ou pas, que ce soit un entraînement ou pas, finalement, on est toujours plus ou moins dans le même état. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser justement au passage d'un trader amateur qui va passer d'un compte de démonstration à un compte réel. Voilà. Ce qu'on remarque souvent, c'est que il va être très bon en compte de démonstration, en passage en compte réel, c'est catastrophique. Oui. Alors, ce qu'on peut voir, évidemment, et souvent c'est le cas, c'est de se focaliser sur l'appât du gain. Et en réalité, normalement, si c'est pas que c'est un jeu, mais entre guillemets, tes graphiques qui bougent, peu importe qu'il y ait de l'argent derrière ou pas, ta stratégie, le gain découle en fait de ta stratégie, que tu sois en compte réel ou en compte de démonstration. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que la personne change d'état d'esprit, en fait. C'est-à-dire qu'elle était en démo, elle était concentrée sur la technique, sur la méthode, sur de bien faire les choses, machin, etc. et tout. Elle regardait pas trop les gains parce qu'en fait, elle s'en foutait, ça représentait rien, en fait, souvent. Et puis le problème, c'est qu'elle passe en compte réel, et là, elle commence à être focus sur l'argent. L'argent qu'elle perd ou l'argent qu'elle gagne. C'est l'objectif final. Ouais. C'est le gros boss, quoi. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, quand elle est focus sur l'argent, elle est focus sur le PNL, elle est plus focus effectivement sur le graphe, elle est plus focus sur la méthode, et elle commence à faire n'importe quoi en fait. Et le problème, c'est que l'enjeu a changé son état d'esprit. Et c'est pour ça que souvent ce que je conseille par rapport à ça, c'est simple, c'est si tu faisais les choses comme ça et que ça marchait, continue à faire exactement la même chose. Bien sûr. Le problème, c'est que si tu n'en es pas capable, parce que justement il y a de l'émotionnel, parce qu'il y a de l'enjeu, etc. et tout, il va falloir travailler là-dessus pour que tu fasses les choses exactement de la même manière. Et ça, c'est facile à dire, mais à faire, c'est très compliqué. Du coup, est-ce qu'on pourrait justement parler de conseils clés qu'on pourrait justement appliquer dans notre séance de trading dès demain? Est-ce que tu aurais quelques conseils clés, tu vois, pour progresser mentalement justement en trading? Déjà je dirais de s'écouter. Comme je disais, c'est déjà la première chose. On parlait du journal de trading. Effectivement, de faire un journal de trading le soir pour relater ce qui s'est passé. Le comportement. C'est de relater le comportement. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je l'ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu de l'émotion? Déjà d'être conscient et de noter ça et de voir l'impact, évidemment, que ça a. Parce que déjà, si tu es conscient de ça, je dirais que c'est déjà la première étape pour pouvoir faire quelque chose. Okay. Tu sais, c'est par rapport au palier de la compétence, en fait, tu sais, de l'apprentissage. Le premier palier, c'est tu es inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que tu te rends même pas compte, effectivement, de ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Okay. Donc, c'est déjà de mettre la conscience là-dessus, c'est je deviens consciemment incompétent. Déjà, je comprends qu'il y a un problème, je vois ce qui se passe et déjà, je note les choses. Après, je vais pouvoir justement travailler là-dessus et je vais pouvoir devenir consciemment compétent. Ok, et ça, c'est l'étape où on va faire un vrai travail justement sur soi, sur son comportement, sur son état d'esprit. Et après, on pourra passer à l'étape d'après justement, et c'est souvent les traders, ils passent après à ça, c'est je deviens compétent, inconsciemment. C'est-à-dire que je sais faire, mais je sais plus comment je sais faire, je sais plus pourquoi en fait. C'est l'automatisme. C'est devenu un automatisme. Voilà. Comme conduire une voiture. C'est ça. Et c'est pour ça que souvent, c'est compliqué aussi pour un trader expérimenté, finalement, d'apprendre aux gens, parce qu'il a oublié, en fait, tout simplement. Tu vois, c'est que si je dois réapprendre ou apprendre quelqu'un à conduire, moi, je me rappelle ce qu'on m'a expliqué, comment machin et tout, mais je sais plus les étapes, comment faire, machin, etc. et tout. Toi, même si tu dois expliquer comment faire les lacets à ton enfant, au départ, tu es obligé de reprendre conscience de « Ah oui, alors je fais ça comme ça, je passe aux boucles, machin ». Tu fais ça tellement de manière automatique, t'es plus conscient de ce que tu fais, en fait. Tu sais même pas trop l'expliquer, quoi. Non, c'est ça. Et c'est pour ça que souvent c'est compliqué, finalement, et que, comme tu disais, même les traders expérimentés, parfois ils comprennent pas, effectivement, pourquoi, à un moment donné, celui qui apprend, tu lui dis, il faut faire ça, comme ça, comme ça et comme ça, puis il le fait pas.
Et tu te dis, mais c'est quoi le problème? Et parfois, on a oublié effectivement que nous aussi, on a fait comme ça. Bien sûr. Si tu avais un livre ou une ressource, tu vois, dans ta tête où tu te dis, ouais, ça a changé ma vision. Alors, ça dépend de ton parcours, si on parle plus de l'aspect développement personnel ou plus trading. Peu importe, je dirais, est-ce qu'il y a un bouquin ou une ressource de laquelle tu te dis, ah ouais, ça a un impact primordial, quoi. Alors, j'ai pas lu énormément de bouquins finalement, parce que c'est vrai qu'on est dans l'ère aujourd'hui beaucoup de YouTube, etc., où il y a beaucoup de choses. Ouais. On a accès à beaucoup d'informations, ouais, comme là, hein, c'est vrai que c'est top, quoi. Ouais, Ouais. ouais, bah ouais. Et dans le trading, j'en ai pas trouvé des transcendants non plus, dans l'ensemble, pas trop, mais j'en ai pas beaucoup lu non plus. Et j'en ai assez peu lu, j'en ai lu quelques-uns sur la psychologie, effectivement, du trading. Bon, venant, moi, du développement personnel, ça fait 20 ans que je fais ça et tout. J'ai pas trouvé de trucs super transcendants, en fait, parce que je pense que c'est des choses que j'avais déjà vues par ailleurs, quoi, en fait. J'aurais plutôt envie de conseiller des bouquins qui sont justement typiquement développement personnel, et pas trading, justement. Et pas de la psychologie du trading non plus, parce que souvent, oui, bon, à part, il y en a qui sont connus, hein, comme effectivement trader dans la zone ou des choses comme ça. Il est bien, effectivement, mais comme beaucoup de bouquins dans ces trucs-là, souvent, c'est qu'il y a des choses intéressantes, mais il n'y a pas, je dirais, les ressources vraiment pour pouvoir le faire. Ça à éveil, par contre. Moi, je dis souvent, c'est le but d'un bouquin, c'est d'éveiller à une connaissance, à quelque chose, puis après d'aller creuser plus loin. Donc, non, toi, on parlait de la patience. Il y a un bouquin que je conseillerais bien, c'est Guerrier du temps. D'accord. Je suis plus capable de te donner l'auteur, mais c'est un super bouquin pour ça. C'est un bouquin vraiment développement personnel, Guerrier du temps. Un bouquin que j'aime bien aussi, qui sont plutôt sur la notion d'intérêt composé. Et faut savoir une chose, c'est que notre cerveau, en fait, finalement, il n'est pas non plus, là aussi, câblé pour comprendre ce que sont les intérêts composés. Le côté exponentiel, en fait, notre cerveau ne le comprend pas vraiment. C'est-à-dire que, oui, on voit sur le papier, machin, etc. et tout, mais on ne l'intègre pas, en fait. Parce que notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Et la multiplication, en fait, finalement, n'est pas quelque chose d'évident. Le côté exponentiel n'est pas quelque chose d'évident, en fait, dans notre perception des choses. Et souvent, toi, c'est une petite devinette que je donne aux gens, c'est que si tu as un nénuphar, toi, qui double de taille tous les jours, et que pour faire la totalité de l'étang, il faut 30 jours. Eh bien, à combien il est rendu au bout de 29 jours? Et ça, la plupart des gens ne savent pas répondre instinctivement comme ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit 29 jours, 30 jours, il est quasiment rendu à la fin. Donc, finalement, notre perception, c'est que il a dû déjà pratiquement tout couvrir. Et en fait, s'il double de taille tous les jours, au bout de 29 jours, il est rendu qu'à 50%. Au bout de 28 jours, il est qu'à 25. Au bout de 27 jours, il est à 12,5. Donc, en fait, si on se représente l'étang, c'est qu'on est rendu à 27 jours, il est rendu à 12,5 de la surface de l'étang, on se dit, mais jamais il va y arriver, quoi, tu vois. Il y a un côté qu'on ne comprend pas par rapport à ça, tu vois. Et donc, les bouquins que je conseille par rapport à ça, pour comprendre, en fait, et je pense que dans le trading, c'est fondamental de comprendre ça, c'est que ça ne va pas se faire, effectivement, en un mois ou en 2 mois, quoi, en fait. Ça va prendre du temps. Et que ce côté, effectivement, prendre le temps de faire les choses est hyper important en trading pour pas griller les étapes, justement. Et il y a 2 bouquins là-dessus. Il y a L'effet cumulé. L'effet cumulé, qui est très connu. Ouais. Et Le léger avantage, qui est un peu moins connu. Non, lui, je connais pas. De Jeff Olson. Qui se vend plus, je crois, en français, hélas. Donc, c'est ce Slight Edge en anglais, et qui est vraiment un très bon bouquin, qui reprend certaines choses de l'effet cumulé, mais qui va un peu plus loin par rapport à ça. Et c'est le bouquin pas connu, ça, et vraiment, je conseille effectivement de lire des bouquins comme ça, parce que ça va vraiment permettre, justement, je dirais, de développer le bon état d'esprit en trading. Il y a un vrai état d'esprit qu'il faut avoir en trading, et que la plupart des gens n'ont pas, et déjà que ne savent pas effectivement vers quoi il faut aller et ne savent pas comment y aller. Bon, là, on a donné pas mal de clés, pas mal de pistes. Avant de terminer, là, c'est purement de la curiosité. Je voulais qu'on aborde rapidement un sujet, puisque tu es aussi spécialisé dans l'hypnose. Tu en parles. Est-ce qu'il y a un rapport sur l'hypnose et la relation avec le trading? Est-ce que ça peut être bénéfique? Est-ce que tu pourrais rapidement en parler là-dessus de l'hypnose et du trading? Ou alors
aucun intérêt, et tu vois. Alors, à ma connaissance, il y a rien qui est sorti là-dessus, ni bouquin, ni etc. et tout. Il faudrait que je le fasse, mais il faut du temps pour faire un bouquin. J'en ai déjà fait des bouquins, hein, mais c'est vrai que faut beaucoup de temps, justement. Mais c'est vrai que non, aujourd'hui, il y a assez peu de choses qui est dit là-dessus. Je suis un petit peu un électron libre par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, effectivement, qui ont mon parcours aujourd'hui, qui accompagnent des gens dans le trading. Mais moi, ça fait, tu vois, j'ai commencé à me former sur l'hypnose à l'école de trading il y a 20 ans, quoi. C'était en 2005. Donc, j'ai vu des milliers de personnes en cabinet et ça m'a permis de bien comprendre la psychologie humaine, quoi, en fait. Et on se rend compte que quand on l'aborde du côté, justement, hypnose, PNL et tout, d'une manière très, finalement, factuelle, très concrète. Est-ce que juste, Frédéric, tu peux rappeler très rapidement ce qu'est le PNL pour oui, les gens qui ne connaissent pas? C'est vrai. Oui, parce que c'est pas le PNL Voilà. juste dire ce que c'est rapidement. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est ce que ça veut dire. Et c'est une technique, en fait, qui est née aux États-Unis par deux Américains, Grinder et Bandler, qui, en fait, est finalement une suite de l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose, on entend beaucoup parler d'hypnose ericksonienne. Et donc Milton Erickson, c'était un psychiatre à l'origine, qui a inventé, on va dire, une manière de pratiquer l'hypnose. Et Bandler, dont j'ai été formé en partie par lui, a fait la suite logique, c'est qu'il a structuré, en fait, ce que faisait Erickson. C'est-à-dire qu'il a essayé de comprendre ce qu'il faisait et de comprendre pourquoi ça marchait, et de structurer tout ça et d'en faire des méthodes à partir de tout ça. Parce qu'en fait, quand Erickson a commencé à faire des trucs incroyables avec l'hypnose, c'est que personne ne comprenait ce qu'il faisait finalement. Et en fait, Bandler, c'était le seul qui a vraiment fait ce travail-là. Donc la PNL, c'est en fait tirer finalement des techniques de l'hypnose, sauf qu'en France, il y a une particularité qui est quand même particulière qu'il faut dire, parce que les gens souvent comprennent pas, c'est qu'aux États-Unis et partout dans le monde, la PNL, c'est avec l'hypnose. Et en France, on a dissocié l'hypnose et la PNL. Voilà. Et la PNL, sans l'état approprié pour justement que ça soit efficace, quelque part, c'est beaucoup moins efficace, évidemment. Donc, moi, j'ai appris la PNL avec Bandler, donc c'est effectivement pratico-pratique, où on fait avec l'état hypnotique. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que la PNL, ce sont des techniques qui ont été utilisées après derrière, notamment en vente, dans le management, etc. et tout. Et quand on a voulu intégrer ça en France, on n'a pas voulu parler d'hypnose, évidemment, en entreprise, tu vois, parce que si on avait parlé d'hypnose pour le commercial, pour le manager, pour les ressources humaines et tout, ça ne serait pas passé, quoi. Non, ça ne serait pas passé. C'est souvent effectivement confronté à de la manipulation, entre guillemets. Donc, c'est ça. Et on était dans les années 80, quoi. Donc, on s'est dit, non, on va dissocier. On va dire que la PNL, c'est pas de l'hypnose. Il y a l'hypnose d'un côté, la PNL de l'autre. Est-ce qu'un trader devrait, on va dire, s'intéresser à l'hypnose ou à la PNL? Je pense, oui. Je pense, oui, d'une certaine manière. Le problème, c'est que il faut s'approprier les outils, déjà. Et puis, la deuxième chose, c'est que si tu vas voir, par exemple, quelqu'un comme moi, par exemple, j'étais hypnothérapeute à une époque. Tu vas voir quelqu'un qui est hypnothérapeute, tu lui dis, voilà, j'ai des problèmes en trading, et que tu vas le voir pour ça, il va être limité. Le problème pour t'aider. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu l'exemple en plus. Hein. Tu vois, j'ai eu un trader qui était venu à ce moment-là me dire, voilà, j'ai des soucis, est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais, pourquoi pas et tout. Je l'ai aidé, mais dans une certaine limite. Pourquoi? Parce que je comprenais pas bien ce qu'était le trading, je comprenais pas bien ce qu'on pouvait y vivre, et je comprenais pas bien, effectivement, les complications, en fait, par rapport à ça. Je voyais pas ni l'état d'esprit qu'il fallait avoir, ni vraiment ce qu'il fallait bosser, et pourquoi il fallait bosser les choses de cette manière-là, etc. Et ça, je l'ai compris qu'en faisant vraiment, finalement. Et c'est pour ça que, pour accompagner vraiment, je pense, un trader jusqu'au bout, il faut à la fois savoir ce qu'est le trading, et il vaut mieux en faire pour ça, et à la fois, effectivement, il faut avoir la connaissance de la psychologie humaine, effectivement, jusqu'au bout. Si t'as pas les deux, il va manquer quelque chose, quoi, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que beaucoup de mentors ou de traders, de formateurs sont limités parce qu'ils n'ont pas cette partie, effectivement, bien sûr, connaissances humaines, psychologie, outils. Et puis, inversement, ceux qui sont que là-dedans et qui connaissent pas bien le trading, ils seront limités aussi. Il faut vraiment les deux. Et c'est pour ça que... C'est assez rare, quoi, ouais. au final.
Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, des gens qui font du trading sont rarement intéressés par le côté développement personnel, et les gens qui font du développement personnel sont rarement intéressés effectivement par la Bien sûr. finance, quoi, en fait. Donc moi, je suis un profil un peu particulier par rapport à ça, parce qu'à la base, j'ai une formation financière, j'ai été dans le développement personnel, je suis revenu dans la finance. Donc, je suis un pied dans chaque monde, mais c'est vrai que c'est très rare. Et le problème de l'hypnothérapeute, c'est que dans ce milieu-là, en général, on n'aime pas l'argent, quoi, en fait. J'ai connu ça, moi, parce que j'ai fréquenté beaucoup. C'est que, tu vois, on a un côté très... ce qui est important, c'est la santé. Ce qui est important, c'est d'être heureux. Ce qui est important, etc. Et puis L'argent, c'est l'argent, secondaire, quoi. très secondaire. Très secondaire. Bah, merci à toi, Frédéric. J'avais justement une toute dernière question, un petit peu pour conclure cet échange. Si on devait synthétiser, est-ce que tu aurais, on va dire, une habitude mentale, un conseil, tu vois, que on devrait mettre en place pour demain, tu vois? Bah, je pense qu'effectivement, il faut, ça va aider tout le monde, quoi, en fait, de faire quelque chose qui permet de se remettre au contact de soi. Que ce soit du yoga, de la méditation, un truc effectivement qui va faire qu'on va s'intérioriser un peu plus, quoi. Parce que ça va développer justement cette connaissance de soi. Ça va donner aussi envie en général, d'aller plus loin, pour beaucoup. Aujourd'hui, on a l'avantage que, bah, je dirais qu'il y a plein de possibilités de méditation, il y a plein de yoga partout, du tai chi chuan partout, et cetera. Donc il y a plein de techniques qu'on peut faire par rapport à ça. Et je pense qu'intégrer ça au quotidien, dans sa vie, ça aidera toujours. Voilà. Même si on va pas plus loin, ça sera toujours un premier pas. Bien sûr, c'est du développement personnel voilà. déjà sur C'est soi-même ça. qui peut C'est ça. qui peut être intéressant pour les Ça marchés aidera financiers. toujours d'être plus en harmonie avec soi-même. Et je pense que si on est plus en harmonie avec soi-même, on va être plus dans l'équilibre. Si on est plus dans l'équilibre, on va mieux trader. Et en fait, dans le trading, il faut vraiment chercher l'équilibre, comme je disais. Donc, tout ce qui va amener à plus d'équilibre corps-esprit va obligatoirement aider. Super. Bah, merci Frédéric. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur les réseaux? Soit sur mon site trader-zen.com. Ok. Voilà, déjà où là, ils peuvent prendre directement rendez-vous avec moi s'ils veulent. Soit j'ai une chaîne YouTube, c'est pareil, c'est Trader Zen aussi. C'est une chaîne YouTube où je fais régulièrement des vidéos. Voilà, là, déjà, ils auront pas mal de choses aussi. Bon, bah super. Merci à toi Frédéric Merci, d'être venu Alexandre. sur la chaîne Alti Trading. J'espère que, évidemment, cet épisode vous a plu. On vous en réserve énormément d'autres à venir. D'ailleurs, si vous avez des personnalités, des personnes voilà, que vous souhaiteriez qu'on interviewe, vous les mettez dans les commentaires juste en dessous et on fera ça avec grand plaisir. Donc merci encore à toi. C'était un sujet évidemment sur lequel je trouve très important de prendre le temps puisque selon moi la partie psychologique fait vraiment une grande partie des résultats du trader et on l'a vu, tu as partagé de nombreux conseils. Donc merci à toi Frédéric. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.